Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette 13e chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Alors, nous allons aller bien sûr ce soir sur une émission qui sera un petit peu plus courte que prévu, étant donné que vous avez déjà fait une interview tout à l'heure avec un autre média. Donc, on va essayer de synthétiser un petit peu aujourd'hui. Et on va commencer par l'actualité en Palestine et à Gaza avec les dernières frappes récentes qui ont causé, selon les derniers chiffres, 855 morts. Oui, malheureusement, la tragédie se poursuit avec en toute impunité, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire le monde, la communauté internationale, volontairement ou non, par lâcheté, par complicité, par peur d'affronter, enfin en tout cas pour toutes sortes de raisons, le monde se tait. Le monde est incapable de répondre à l'agression israélienne. Voilà. Et Israël a décidé, de toutes les façons, enfin, je pense l'avoir dit déjà, même à plusieurs reprises, le gouvernement israélien s'est mis en tête de vider la bande de Gaza. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Voilà. Ni le monde arabe, ni les grandes puissances, ni l'Occident. Et donc, il mène, il mène son projet avec une brutalité indécente et dramatique. Et en fait, ce qu'il veut, enfin, en tout cas, on l'a vu dès les premières semaines d'après le 7 octobre, c'est-à-dire une politique de destruction de tout ce qui pourrait permettre la vie à Gaza. Voilà. C'est-à-dire pas seulement les hôpitaux, mais il y avait les écoles, les mosquées, les bâtiments administratifs, les universités, enfin, tout. Et quand ils ne bombardaient pas, ils les dynamitaient. On a vu des vidéos où on dynamitait les bâtiments vidés de leurs habitants. Et donc, on détruit les archives, on détruit les dossiers, on, on détruit par exemple les possibilités d'avoir un extrait d'acte de naissance, de mariage, le cadastre. En fait, tout ce qui permet la vie normale est détruit systématiquement. Dans quel but? Eh bien, de pousser les Gazaouis à accepter un départ volontaire. J'ai publié un post cette semaine que ceux qui partaient doivent savoir qu'un retour n'est pas possible à Gaza. Bon, et malheureusement, je crois que la puissance américaine s'y est mise, et donc il y a des pays qui vont accepter. Bon, je ne connais pas encore les chiffres exacts, mais disons, il y a des pays, étonnamment, l'Indonésie par exemple, qui est le plus grand pays musulman, mais bon, ça ne veut rien dire, un pays musulman, hein. Donc l'Indonésie serait prêt à accepter quelques milliers des Palestiniens, de Gazaouis, l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, la Somalie. En fait, on est en train de mettre en place le système pour faire partir les Gazaouis petit à petit, pour que ça n'ait pas l'air trop nettoyage ethnique à grande échelle. Voilà. Voilà ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Enfin, pour ceux qui sont intéressés, je viens de faire une vidéo d'une demi-heure avec une télé algérienne où on n'a parlé que de ça. Donc, voilà, D'accord, c'est quoi le nom de l'émission, Monsieur Cohen?
c'est les grands échiquiers, je crois, Ou ou échiquier international, je ne sais pas. En tout l'échiquier cas, international. D'accord. il y a le mot échiquier dans le titre. OK, très bien. Ouais, bah, vous pouvez retrouver assez facilement, sur YouTube, l'entretien, l'échiquier, international. OK, très bien. Monsieur Cohen, concernant là les derniers événements à Gaza, il y a j'ai vu récemment là des articles qui sont parus aujourd'hui. Il y aurait eu des manifestations, heu, récentes contre Oui. le Hamas. Bon, moi, je pense que bon, vous savez qu'il y a beaucoup de les services de renseignement ont recruté énormément de monde à Gaza. Pourquoi? C'est très simple. Heu, il y a à peu près dans les meilleurs moments, il y a à peu près jusqu'à 20 000 Gazaouis allaient travailler en Israël, quotidiennement, d'accord? Et même avant le 7 octobre, jusqu'au 7 octobre, il y avait, des milliers de Gazaouis qui allaient travailler en Israël. Et ces milliers de Gazaouis, pour eux, ce travail était essentiel, bon, pour vivre, et cetera. Sauf que, c'est très facile pour un service de renseignement d'aller voir le Gazaoui et de lui dire: «Écoute, tu veux travailler en Israël, tu veux pas avoir des problèmes, tu nous donnes des renseignements». Voilà. Et donc ils ont comme ça, je me souviens d'une affaire en Cisjordanie, et pour ramener quelqu'un à collaborer, et on a fait des recherches et on a trouvé que sa mère était à l'hôpital, dans un hôpital israélien parce qu'elle avait une grave maladie. Donc on lui a dit: «Écoute, tu veux que ta mère reste à l'hôpital, tu collabores». Et il a collaboré. Donc en fait, ils ont des milliers de collaborateurs qu'ils peuvent, manipuler, amener à faire des choses, et cetera. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas des traîtres. Ils sont pris dans une situation très difficile, délicate, sans compter que s'ils refusent, je ne sais pas, l'enfer peut leur tomber sur la tête. Ils sont capables de tout, les Israéliens. Donc en fait, ils ont mobilisé quelques centaines d'informateurs ou de collabos, et ils leur ont dit, bon voilà, lancez une manifestation. Et c'est comme ça, voilà, parce que euh, enfin, on n'imagine pas des Gazaouis, enfin, il peut y en avoir, je ne dis pas le contraire, mais enfin, moi, ça m'a l'air plutôt d'une manipulation, voilà. De toutes les façons, ça porte sur 100 ou 200 personnes. Hein, c'est pas, faut pas croire que c'était pas une manifestation de plusieurs milliers. Hein, c'était entre 100 et 200 personnes. Donc c'est vraiment quoi. Enfin, c'est ridicule. Oui, alors il y a aussi, dans les dernières actualités, il y a Trump qui aurait proposé un nouveau plan de cessez-le-feu. Je sais pas si vous avez vu? Non, mais de toutes les façons, tout ça, ça a l'air bon. Comment dire? C'est un peu peut-être pour calmer la mauvaise conscience des Occidentaux. Tout ça, ça paraît, comment dire, ça paraît tellement cynique parce que bon, le cessez-le-feu, bon, il y a eu déjà des cessez-le-feu. Donc, même s'il y a un cessez-le-feu, et alors, de toutes les façons, il y a maintenant des conditions telles que le Hamas, s'il les accepte contre un cessez-le-feu, ça veut dire qu'il se rend. Voilà, c'est presque une reddition. C'est-à-dire, on lui demande de libérer les otages sans contrepartie. De toutes les façons, même s'il les rendait, le cessez-le-feu sera violé. Donc, non, non, enfin, pour moi, tout ça, c'est du cinéma, c'est le plan israélien de vider, de nettoyage ethnique.
il est en marche et rien ne pourra l'arrêter, à mon avis. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, vous vouliez nous parler d'une vidéo qu'on a vue sur, qu'on aurait vu, une intervention, pardon, de Attali, sur Europe 1, et je vais vous faire écouter un petit passage là pour, comme ça Oui, vous nous d'accord. commenterez, vous nous commenterez, ce que disait donc, Attali, à ce moment-là. D'accord. Une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des plus parler du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. On n'entend pas bien, hein? Personne n'a nuit à Israël autant Alors, que lui. Oui, on n'entend pas bien. vous entendez pas bien? Alors Non. attendez 2 secondes, je vais voir si je peux améliorer. Or que les adversaires les plus terribles. Une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des plus parler du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie On de l'État n'entend d'Israël. rien, hein? Il doit être en prison. Vous entendez pas? Je pense qu'il Non. personne n'a nuit à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les Bon, adversaires les plus terribles de alors, mon point de vue. Donc, je vais voir si je peux pas la trouver là sur. Bon, c'est pas grave. On va essayer de commenter. Donc, c'était une vidéo où donc Attali s'était prononcé sur Europe 1, où il avait condamné Netanyahou en le qualifiant de criminel, et du coup, c'était Dans pas des dans, termes très violents. voilà, dans des termes très violents, et c'était pas dans les habitudes justement Et il avait dit que c'était le plus grand ennemi de l'État d'Israël, etc. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler? Pourquoi j'ai voulu commenter cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau, à mon avis, hein. Le panneau, c'est quoi? C'est-à-dire, ah, il y a quand même Jacques Attali a dégommé Netanyahou, l'a traité de criminel de guerre, etc. Et patati patata, c'est formidable et tout. Or, pour moi, d'abord, pour moi, Jacques Attali est un Sayan, c'est-à-dire c'est un agent du Mossad. Il fait partie de ces juifs sionistes qui collaborent avec le Mossad pour la défense d'Israël. Bon, voilà, bon. Donc, et deuxièmement, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que pour donner en pâture, donner Netanyahou en pâture, c'est-à-dire euh, mettre la responsabilité de ce qui se passe sur le dos de Netanyahou et faire croire que si Netanyahou s'en allait, on va retourner à un gouvernement israélien pacifique, paisible, qui va aider les Palestiniens à obtenir leur État, etc. En fait, c'est ça la politique des sionistes, c'est-à-dire, vous connaissez la célèbre formule du bad guy, good guy, c'est-à-dire, dans un commissariat, quand un suspect est arrêté, il y a ce qu'on appelle en général, il y a deux flics, il y a un bon et un méchant. Voilà. Et donc, en fait, euh, Netanyahou, on le présente comme le méchant de manière à ce que les gens croient que si Netanyahou s'en allait, la situation serait meilleure. Enfin, on aurait un Israël pacifique, respectueux des droits de l'homme, et la solution à deux États et tout le baratin. Or, et rien n'est plus faux. Pourquoi? Parce que d'abord, Netanyahou, il est le continuateur d'une politique sioniste qui a été mise en place dès 1948 par la gauche. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire d'Israël n'imaginent pas ce que c'était la gauche israélienne. C'était une vraie gauche. Vraiment, c'est-à-dire, c'est entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Pour vous situer un peu, ça c'est le parti de gouvernement. Et donc, mais c'est ce parti-là, c'est cette gauche sioniste
qui a fait le nettoyage ethnique de 1948, qui a signé l'accord secret en 1947 avec le roi Abdallah de Jordanie pour empêcher l'État palestinien, parce qu'à l'époque, le plan de partage prévoyait un État juif et un État arabe. Or, qu'ont fait les sionistes en 1947? Ils sont allés voir, la gauche sioniste est allée voir le roi Abdallah de Jordanie et ils lui ont dit, écoute, nous on va créer notre État juif et pour l'État palestinien on va se le partager. Vous prenez la plus grande partie et nous on prend une petite partie. Et tout a été fait par ces gouvernements de gauche pour empêcher, pour écraser les Palestiniens et empêcher toute possibilité d'un État palestinien. Je vous rappelle que les accords d'Oslo ont été signés par un homme, entre guillemets, de gauche, Yitzhak Rabin. Or, c'est une arnaque monumentale. Bon, un jour, on fera peut-être une émission là-dessus. C'est une arnaque fantastique. Bon. Et donc, en fait, quel est le but de Jacques Attali et de ceux qui croient sincèrement que Netanyahou, c'est un fasciste? Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais Netanyahou n'est pas le problème. Netanyahou n'est que l'expression de l'État profond sioniste qui a toujours existé et qui s'est juré d'écraser, d'éliminer les Palestiniens de quelque façon que ce soit et d'empêcher tout État palestinien d'exister et d'empêcher toute solution pacifique. Il ne faut pas oublier une chose, dans l'histoire d'Israël, la gauche a gouverné de 1948 à 1978. La droite est arrivée au pouvoir seulement 30 ans après la création de l'État et seulement pour quelques années, 4-5 ans. Et la gauche est revenue. Donc en fait, c'est la gauche qui a tissé la toile sioniste, la toile de la répression, la toile de l'occupation, de la colonisation, etc. Ce que cherche Attali, avec la bénédiction de l'État profond sioniste, c'est de mettre tout le poids de la culpabilité sur Netanyahou et de laisser croire que pour retrouver, parce que les gens vont se dire, ah oui, si la gauche revient sioniste, quand même, c'est bien. Bon, mais en fait, la gauche a gouverné plus que la droite. Et c'est elle qui a donné cet État sioniste tel qu'on le connaît. Donc c'est une politique. Ne tombez pas dans le panneau. Pour moi, en tout cas, Netanyahou, c'est la même chose que Rabin, c'est la même chose que Ben Gurion, c'est la même chose que les autres. Voilà. Donc, Netanyahou, il fait ce qu'il fait à Gaza, mais s'il y a un autre, l'opposition israélienne n'a rien dit sur Gaza. Hein. Donc, il ne faut pas rêver. Et j'ai fait une vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube qui est intitulée « Il n'y a pas de sionistes de gauche ». Voilà. Ça n'existe pas. Ils sont tous pareils. Alors, si vous voulez bien, on peut... Il y a une colonisation insupportable, vous voyez, moi je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'on est de la vue parler du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il doit être en prison. Je pense que personne n'a nuit à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc, on l'entend très mal. Parce que ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination d'organisations terroristes des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de forces de la région, et par la victoire en Iran, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle M. Netanyahou,
des forces folles. de guerre, Oui, Netanyahou. pour moi, oui. Moi, je le dis d'une façon extérieure, je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ces alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas bon. Il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali. Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais on ne va pas faire de lien. Non, ça n'est pas de lien. Il n'y a pas justifier la barbarie qu'il y a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non, par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses familles de colons. Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Je suis totalement contre toute la politique du gouvernement Netanyahou. Voilà, M. Cohen. Bon. Ok, bon, bah écoutez, donc pour vous, il manipule un petit peu, là, c'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie, c'est... Bah évidemment. D'ailleurs, j'ai publié la vidéo en faisant ce commentaire. Attali cherche à blanchir le sionisme originel, c'est-à-dire à lui donner une légitimité, à faire croire que s'il n'y avait pas Netanyahou, le sionisme est quand même une idéologie qui peut arriver à une solution pacifique, à une coexistence, etc. Ce qui est totalement faux. Voilà. Puisque nous en avons la preuve, ce n'est pas une construction de l'esprit. Nous avons la preuve que la gauche qui a gouverné Israël 2 fois plus de temps que la droite n'a jamais cherché une solution pacifique. Voilà. Ok, très bien, merci M. Cohen. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la visite hier, avant-hier, je crois, des chefs du parti du Rassemblement national, Jordan Bardella et Marion Maréchal? Oui. Moi, je trouve que c'est la victoire totale de l'idéologie sioniste qui quasiment fait, comment dire, vous savez, je sais pas, il y a un terme dans le jeu de cartes, capot. Ça veut dire où tu ramasses toutes les cartes. Enfin, je ne sais pas si, peut-être je me trompe, mais vous savez, à un moment donné, on abat et on ramasse tout ce qu'il y a sur le. Je crois que c'est capot, mais bon, voilà. C'est l'aboutissement magistral du travail des Sayanim en France et en Europe. C'est-à-dire que, vous savez, l'extrême droite française ou une droite nationale, la droite catholique traditionnelle, la bonne droite, si elle n'était pas antisémite, n'avait pas une très grande sympathie pour les juifs. Voilà. Vous savez, on retrouve tout ça dans la littérature, à l'époque où on pouvait exprimer ses idées librement. Voilà. Vous savez, La France juive de Drummond était un best-seller. Bon. Et donc, l'extrême droite a toujours maintenu, pensez à Jean-Marie Le Pen quand même. Bon. Quand il a créé le Front National, il y avait toute une frange qui était vraiment, comment dire, qui appartenait à des courants, genre, je ne sais pas si vous avez entendu parler du magazine L'Hebdomadaire Minute, par exemple, National Hebdo, etc. Enfin, il flirtait avec l'antisémitisme. Vraiment, enfin, je veux dire, il ne pouvait pas aller trop loin parce qu'à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. Mais il flirtait avec l'antisémitisme. Mais ça, je parle des années 70 et 80. Et donc, tout cet héritage-là
les sionistes ont réussi à l'inverser, c'est-à-dire à faire des Maghrébins l'ennemi principal de la France et à embarquer l'extrême droite, toute la droite nationale, etc., dans la défense du sionisme qui est devenu le rempart contre le danger principal qui menace la France, enfin pour cette droite-là, c'est-à-dire l'islamisme, le danger islamiste. Cette semaine, par exemple, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un meeting contre l'islamisme. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, on peut mener une campagne contre les musulmans, contre les maghrébins, contre l'islam, ouvertement, violemment, etc. Et ça, ce sont les sionistes qui ont réussi ce tour de force. Et donc, le pompon, c'est ça, c'est-à-dire que quand Bardella, Marine Le Pen n'a pas été invitée, son tour viendra peut-être, mais c'est-à-dire que aujourd'hui, le courant de droite est devenu plus sioniste que n'importe qui d'autre. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une victoire. C'est une domination intellectuelle et spirituelle sur le courant de droite. Et d'ailleurs, par exemple, il y a eu une réunion en Espagne il y a quelques semaines sur le mouvement de droite ou d'extrême droite européen. Et qui était invité là-bas le ministre Chikli, un ministre israélien qui s'appelle Chikli, qui s'occupe de la diaspora, c'est-à-dire des juifs à l'étranger, et celui qui est à l'origine de l'invitation de Bardella et Marion Maréchal. Et donc, c'est une manière de montrer que quasiment toute l'Europe, en dehors de quelques gauchistes, à qui ils rendront, à qui on demandera des comptes, comme LFI, Alima Hassan, etc., qui sont marginalisés aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, défendre les Palestiniens, c'est vraiment être marginalisé, être quasiment en dehors de la communauté nationale, être accusé d'antisémitisme. Et donc, pour moi, c'est la victoire, la domination de la pensée politique quasiment générale, en dehors d'une petite frange de gauche de la pensée sioniste. Voilà. Alors pour les prochaines échéances électorales en France, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que justement le Rassemblement national, avec à sa tête Marine Le Pen, gagne finalement les élections et obtient bien sûr le soutien de tous ces députés qui ont prêté allégeance à Israël? C'est possible, je ne sais pas. D'abord, est-ce qu'il y aura des élections en 2027? Je ne sais pas. Parce que Macron nous prépare peut-être un coup de Trafalgar. Imaginez s'il y a une petite guerre, il peut dire comme Zelensky, bon, on ne peut pas faire des élections, etc. Mais même s'il y avait des élections, de toutes les façons, aujourd'hui, pour moi, il est clair, il est évident que Bardella ou Marine Le Pen feront le même job, sinon mieux, concernant les Palestiniens, concernant les Maghrébins, etc., sinon mieux que Macron et les autres. Voilà. Et donc. C'est-à-dire qu'ils continueront dans la même direction, quoi. Ah, mieux même, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Écoutez, je crois qu'on va clôturer le côté, ce côté-là, et on va revenir un petit peu sur l'actualité France-Algérie, pardon, et donc Alors, Wally, 10 minutes.
Ouais, voilà, encore, 10 d'accord. minutes. Oui, pas plus, 10 minutes, on va être court, je sais que vous êtes, voilà, il y a pas de souci. Donc on va parler directement de l'affaire Sansal et donc le rendu du jugement qui donc il a eu camp de prison ferme. Oui, il a écopé d'une peine de 5 ans de prison qui, bon, donc c'est quand même la moitié des réquisitions. Alors, je ne sais pas, certains disent que ça, c'est un signal, disons, donné à, voilà, c'est un signal pour dire que on pourrait éventuellement, parce que 5 ans, c'est plus facile de réduire ou de gracier, enfin, en tout cas, c'est plus facile de s'acheminer vers une solution moins, enfin, plus consensuelle, moins pénible. Je ne sais pas, voilà. Disons que la justice algérienne n'a pas voulu, euh, par exemple, s'il avait été condamné à 10 ou 15 ans, ça aurait été très difficile, sinon inimaginable, d'élargir un tel prisonnier. C'est-à-dire, quand on a été condamné à 10 ou 15 ans, c'est que vraiment, on a commis un crime d'une extrême gravité et qu'on ne peut pas envisager une grâce assez rapidement. Alors que 5 ans, c'est déjà, comment dire, c'est ouvrir la porte, c'est ouvrir une possibilité d'aménagement de peine ou de grâce. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est un signal d'apaisement envoyé par l'Algérie, voilà, que n'a pas envie de s'acharner sur lui, voilà, sur le type, pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir aussi, pas oublier quand même, peut-être que il y a pu y avoir un dialogue à un certain niveau élevé, secret, entre des responsables algériens et français, en dehors de Rotaillot qui aboie comme un roquet, pour dire que bon, il faut mettre un terme à cette affaire parce que nos intérêts sont en train de part et d'autre, hein, parce que quand deux pays comme ça rentrent dans une phase de crise, ça touche les deux. Hein, c'est pas seulement d'un côté ou de l'autre. Donc il y a des chances, enfin il y a des possibilités qu'il y a eu, je sais pas, un dialogue à un certain niveau qui reste discret pour tenter de trouver une porte de sortie. Voilà. Et donc, à mon avis, les 5 ans, disons, ce verdict relativement clément par rapport aux réquisitions du procureur Monsieur Cohen, et est-ce que vous pourrez rappeler les charges qui étaient pesées contre lui? eh ben, les charges, c'est la plus difficile, la plus lourde, c'était porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est-à-dire en disant, en disant qu'une partie du territoire algérien appartenait historiquement au Maroc, c'est-à-dire on porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Or, imaginez un instant, vous savez, la France a connu le même problème. En 1870, la France avait perdu l'Alsace-Lorraine au profit des Allemands. Et c'était une très grande blessure. Imaginez un Français qui aurait dit, je ne sais pas, l'Alsace-Lorraine appartient aux Allemands. Mais on l'aurait fusillé, ce type. Il faut imaginer ce que ça représente, une atteinte à l'intégrité territoriale du pays, à sa souveraineté. Et donc, c'est quelque chose de très grave. C'est pas anodin de dire ça. Alors, il y avait ça, et il y avait, ça c'est la charge la plus lourde. Mais il y avait aussi, je crois qu'il y avait une atteinte à la réputation des corps constitués. Mais je ne sais plus ce que c'était vraiment.
ce que ça recouvrait. En général, quand on dit une atteinte au corps constitué, c'est-à-dire qu'on a insulté le président de la République ou des ministres ou la justice. Les corps constitués, c'est ça, c'est-à-dire le gouvernement, les ministres, etc. Mais ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est pas la charge la plus lourde. La plus lourde, c'était l'intégrité territoriale. Voilà. Et je me demande si on a retenu contre lui aussi, mais je ne crois pas. Vous savez, quand il a fait une vidéo quand on l'a accusé d'avoir voulu faciliter le contact entre son ministre de l'industrie et d'Israéliens au forum de Davos, je crois. Mais je ne crois pas qu'on ait retenu cette charge contre lui. Je ne crois pas. Ok. Alors, est-ce que vous pensez, bon, on a vu quand même ces derniers jours, après la déclaration, après l'interview du président algérien aux journaux algériens, on a vu quand même une sorte de refroidissement dans les tensions là. Est-ce qu'il y aurait des tractations en cours et il paraîtrait donc que le ministre des Affaires étrangères devrait visiter bientôt, courant début du mois d'avril, l'Algérie. Oui, à mon avis, l'échelon politique, c'est-à-dire, enfin, l'échelon diplomatique, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères et Macron, qui trouve que Retailleau, il pousse un peu le bouchon un peu loin. Et donc, ils ont dû reprendre les choses en main et mener des négociations discrètes pour trouver une issue, disons, honorable. Parce que quand même, les intérêts des deux pays risquaient de pâtir de cette situation. Encore une fois, c'est les deux pays. Hein, et parfois, on peut aller vers on peut prendre des mesures qui risquent, enfin, qu'on aura du mal après à rejeter. Donc, avant de franchir l'inéluctable, avant de faire l'irréparable, il fallait arrêter la spirale de la surenchère, de l'insulte, etc. Et enfin, moi, je pense qu'il y a eu des tractations pour arriver à débloquer la situation. Oui, et puis il y a aussi un impact sur les entreprises, hein, parce qu'il y a quand même 6000 entreprises Bien sûr, bien sûr, françaises bien sûr, qui sont installées en Algérie. Et bien sûr. d'ailleurs, récemment, il y aurait des petites problématiques au niveau des importations, tout ça. Donc, effectivement, je pense qu'il faut apaiser un petit peu la situation, Ah oui, reprendre oui, le c'est dialogue. Et puis voilà, c'est dans l'intérêt des deux pays, effectivement. dans l'intérêt des deux pays, d'ailleurs, bien sûr. Ok, bah écoutez, je crois qu'on n'a pas grand-chose d'autre à. Ah si, dernière question, Monsieur Cohen, Oui. du moins dernière information, je suppose que vous avez dû entendre aussi, c'est l'éviction du vice-consul marocain qui était persona non grata, donc et qui avait 48 heures pour quitter le territoire algérien. Ah, j'étais pas au courant. Non. Il y a eu un communiqué hier du ministère des Affaires. Ah, il y avait un vice-consul. Ah bon, non, je n'étais pas au courant. Voilà, D'accord, il donc faudrait que je vais essayer de voir l'information. Je n'étais pas du tout. voilà, donc du côté des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, ça ne Non, va je pas du crois tout. pas. Non, non, de ce côté-là, il faut rien attendre. Je crois pas, non. Ouais, c'est Non. pas demain la veille. Ah non, 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 non. Ok. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus. On se donne D'accord. rendez-vous la semaine prochaine et Oui. reposez-vous bien. Et puis, hein, Non, mais j'ai la voix, ça se sent un petit peu bon. Donc, j'ai la voix un petit peu fatiguée, mais ça fait rien. Voilà, bon, faut le faire. Bon, alors, je vous souhaite une bonne fête, Eid al-Fitr. C'est quand déjà la fête? eh ben, on le saura demain soir, hein, il nous annonce Ah, demain soir. d'accord. Donc, C'est ben, je ou, vous c'est souhaite une ou bonne fête. dimanche ou lundi. Voilà. Très bien, ben, je vous souhaite une bonne fête et puis à la prochaine, à vendredi prochain. Très bien. Bon week-end à vous. Merci. Allez, ciao. Salut.
Salut. Voilà les amis, donc c'est terminé pour ce soir. C'était un peu plus court que d'habitude. Malheureusement, Monsieur Cohen avait un entretien tout à l'heure sur le média Al24, donc un média algérien. Vous pouvez le retrouver assez facilement sur YouTube. Et pour ceux qui sont arrivés entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Altitude et vous pouvez revoir l'entretien depuis le début. Voilà, excellente soirée à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum.